comment expliquer que le capitalisme soit toujours debout? Comment expliquer que, malgré leur exploitation manifeste, une partie des travailleurs continue de soutenir inconsciemment mais objectivement la structure qui les opprime? Cela tient peut-être au fait que, lorsque les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force matérielle. Bienvenue, re-bienvenue sur Saturne. Le concept sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui est celui de la fausse conscience. Depuis sa naissance, le capitalisme a eu l'occasion de changer de forme, de se renouveler. Dans les transformations qu'il a opérées, la contingence de son existence a été dissimulée. La classe capitaliste est devenue de moins en moins visible et a justifié sa position dominante de manière de plus en plus convaincante. Le capitalisme, ça marche. L'oppression d'une classe par une autre est devenue de moins en moins flagrante, puisque contrairement au XIXe siècle, la propriété d'une entreprise est désormais beaucoup plus parcellaire, lointaine. On ne travaille plus pour un unique patron que l'on aperçoit de temps en temps à l'usine. On travaille pour une flopée d'actionnaires vivant à l'autre bout du monde qui n'y mettront jamais les pieds. D'autant plus qu'avec les progrès de la mécanisation, l'ennemi le plus visible par les travailleurs, ce ne sont plus les capitalistes qu'ils n'aperçoivent jamais, c'est la machine. Alors qu'elle aurait pu soulager le travail, elle s'est dressée comme une force étrangère. Ce n'est plus la machine qui s'adapte à l'humain, mais l'humain qui s'adapte à la machine. C'est elle qui impose le tempo. Le travailleur n'est plus qu'un engrenage dans un mécanisme mort. Les rapports sociaux au fondement de l'économie sont masqués par l'immanence du capital, c'est-à-dire par sa simple existence en tant que telle. La naturalisation du capitalisme s'explique donc par des phénomènes matériels engendrés par les mutations qu'il connaît, mais aussi par ses appareils de propagande qui produisent des discours dans lesquels il loue sa propre grandeur, affirme son éternité. Cela allant parfois jusqu'à des sommets, comme lorsque l'économiste Jevons croyait pouvoir expliquer la périodicité des crises du capitalisme par la périodicité d'apparition des taches solaires. La superstructure, la strate non matérielle de la société qui diffuse idées et normes dominantes, a pour rôle de freiner autant que faire se peut le mouvement réel de sortie de l'état existant. Ainsi, le capital se naturalise, tente de ridiculiser ses opposants, de les présenter comme des extrémistes inconséquents. Mais il fait aussi diversion en déployant des idéologies qui transforment la perception du réel à son avantage. Dans son livre intitulé tout bonnement « La fausse conscience », le psychiatre et sociologue Joseph Cabell dresse un parallèle entre le schéma de pensée de personnes aliénées au sens pathologique et celui de personnes aliénées dans son sens social. Il indique prudent qu'il n'apporte pas une explication, mais une interprétation marxiste de phénomènes tels que la schizophrénie. Ce parallélisme socio-pathologique est une présomption, et rien d'autre qu'une présomption. Mais il nous aide à appréhender plus précisément le fonctionnement des pensées empreintes d'idéologie. Alors, quels sont les mécanismes de la fausse conscience et comment se diffusent-elles dans la société? C'est ce que nous allons voir. Oui, Charline, parce qu'à l'heure où plus personne ne va à la messe et où les villages de France se couvrent de minarets, les Français sont insouciants et font la grève. Alors, je suis allé leur demander, et vous, est-ce que vous avez peur du grand remplacement? C'est-à-dire là, on est en grève contre Madame Borne, parce que travailler jusqu'à 64 ans, c'est hors de question. Et tous ces étrangers, vous n'avez pas peur de l'insécurité L'insécurité, c'est de ne pas savoir si on va pouvoir remplir son caddie. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis prof remplaçant dans l'académie de Créteil. Eh oui, un bobo! La réalité des Français, des vrais gens qui vivent avec la peur d'être égorgés par un mahométan ou d'être rackettés par des racailles multiculturelles, ça le touche pas, le bobo. Est-ce que vous regardez CNews, monsieur? Non, pas vraiment. Moi, ce que je regarde en ce moment, c'est les prix, là, les prix qui montent. Est-ce que c'est pas plutôt le djihadisme qui monte?
Dans un premier temps, on fera un tour d'horizon des expressions de la fausse conscience et ensuite on observera de quelle manière elle peut naître et se diffuser sous l'action de la bourgeoisie. Si l'on veut donner une définition de la fausse conscience, on pourrait dire de manière barbare que c'est une saisie non dialectique de réalité dialectique. Alors, pour un rapide rappel, la dialectique c'est donc une méthode de compréhension du réel, une perspective sur le monde qui tend à le percevoir non pas comme immuable et immobile, mais comme étant en évolution constante, évolution qui est le produit de luttes internes, des contradictions au sein d'un même phénomène. La fausse conscience, c'est donc la compréhension de réalités mouvantes comme d'objets figés. Dans le texte de présentation du livre de Gabel, le psychanalyste David Frank Allen et le maître de conférence Patrick Marcolini écrivent « On sait que la dialectique, chez Hegel comme chez Marx, se définit par une compréhension du monde comme totalité dynamique. Tout élément, concept, phénomène ou personne doit être restitué dans un contexte global si l'on veut en saisir exactement le sens et la portée et replacé simultanément dans le cours du temps comme un moment transitoire au sein d'une évolution, comme une forme sujette à la transformation. Cette disposition de la conscience ne permet pas aux travailleurs de percevoir leurs conditions réelles d'existence, ne leur permet que difficilement d'accéder à une conscience de classe. Le sentiment d'appartenance se dirigeant de manière principale vers des facteurs identitaires, donc vers les idées plutôt que la matière. La fausse conscience est donc une confusion de l'esprit qui tend à extraire des phénomènes de la totalité sociale à laquelle ils appartiennent, à rendre immuables des entités qui se transforment à travers l'histoire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense c'est pour ça que j'y insiste, je pense souvent des gens comme Zemmour ou ce pan-là, disons, du champ intellectuel, brandissent leur amour de l'histoire. Ils aiment l'histoire. Mais moi, je pense qu'ils n'aiment pas l'historicité. Parce que si vous écoutez bien le récit historique que sert Zemmour depuis maintenant 20 ans, quand même non-stop à la télévision, avec beaucoup de temps d'antenne, c'est un récit essentialiste aussi. D'ailleurs, il y a un tic verbal que je repère chez Zemmour, il commence beaucoup de phrases par « c'est toujours la même chose ». Et donc, quand il nous parle, par exemple, de ce que pourrait être le Brexit ou des choses comme ça, des choses qui engageraient les Anglais, il va nous parler d'une invariance anglaise. Que de tout temps, finalement, les Anglais ont voulu faire la nique aux Français, qu'il y a une vieille rivalité immémoriale, et donc il essentialise l'histoire. C'est-à-dire que les agents historiques pour Zemmour sont des agents invariants. Si ce sont des agents invariants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et donc, ces gens-là ont une façon de faire de l'histoire qui nie le principe même de l'historicité, c'est-à-dire de la mobilité des choses, du fait que les choses se construisent, se font, se défont, qu'il y a des agents, qu'il y a des situations qui se succèdent, qui sont hétérogènes les unes avec les autres, et qui font que précisément il y a une histoire. Mais eux nous répètent en permanence qu'il y a quelques entités comme ça essentielles qui agissent le monde, et qui en fait, un petit peu comme les... Je le dis aussi, vous savez, comme ceux qui s'affrontaient dans Highlander, le film avec Christophe Lambert, là, il y a des entités immémoriales qui, à travers l'histoire, s'affrontent, mais de façon toujours invariante, en fait. C'est pour ça qu'arrive... C'est pareil chez Alain Soral ? C'est... Soral quand même... Comment dire ? Soral a commencé marxiste. Et il a quand même de beaux restes. Il a quand même gardé certains réflexes analytiques du marxisme qui sont précisément de resituer les choses historiquement. Et après, on sait bien ce qui limite Soral, c'est que très très vite, son discours, qui peut être intéressant historiquement par moments, il fait des grandes comme ça, il élabore des récits historiques qui sont parfois intéressants, et très vite viennent s'affaisser, viennent se dégonfler et viennent s'abêtir dans la reconvocation d'entités immémoriales, exemplairement l'entité juive. L'antisémitisme de Soral, c'est justement un degré de plus dans la fausse conscience. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement confus, il comprend le monde par une certaine structure de pensée, par une idéologie. L'idéologie est le deuxième concept central de cet épisode. Et donc, il faut bien comprendre que la fausse conscience est une disposition de l'esprit, non dialectique, tandis que l'idéologie est un degré de fausse conscience particulier. Deux personnes peuvent avoir une attitude de fausse conscience sans pour autant avoir la même idéologie. Gabel écrit justement « La fausse conscience est un état d'esprit diffus. L'idéologie est une cristallisation théorique. » Et poursuivant, si l'idéologie relève par définition d'une conscience fausse, l'inverse n'est pas toujours vrai. La conscience raciste, fausse conscience par excellence, existait en tant que telle avant d'avoir trouvé une expression idéologique.
On pourrait imaginer qu'un ouvrier éprouve du rejet envers un autre ouvrier simplement parce qu'il aurait une autre couleur de peau. Et donc, de par un sentiment lié à la peur de l'inconnu, il adopterait un comportement raciste. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui aurait théorisé l'inégalité des membres du genre humain selon leur couleur de peau. Donc ici, quand on parle d'idéologie, ça n'a pas une connotation négative, moralisante, comme on peut parfois entendre dans les médias, en ciblant notamment la gauche radicale. Oui, vous avez une idéologie, mais la réalité, c'est qu'il faut de la croissance. Ça n'est même pas une catégorie d'analyse là, c'est simplement un argument rhétorique pour discréditer un adversaire. Ça n'a pas non plus le même sens que l'idéologie comprise par Althusser, qui serait en fait le bain normatif dans lequel on serait plongé sans même s'en rendre compte. L'idéologie, comme l'utilise Gabel, c'est une perspective structurée sur le monde, qui est consciente et que l'on décrit objectivement. Engels écrit justement « L'idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomplit sans doute consciemment, mais avec une conscience fausse. » Et le troisième et dernier concept qu'il est bon de définir avant d'aller plus loin, c'est celui de réification. C'est un concept qui a fait l'objet en particulier des développements du marxiste hongrois Georg Lukács, qu'il aborde dans son ouvrage majeur Histoire et conscience de classe, auquel Joseph Gabel fait souvent référence dans son livre. Ces deux auteurs se rattachent en fait à l'école de Budapest, à laquelle on se réfère parfois en tant que marxisme hongrois, à la posture anti-stalinienne. Et donc, la réification, c'est la perception en tant qu'objet, donc intemporel, indépendant, de phénomènes sociaux qui ne peuvent pourtant se comprendre que dans leur mise en relation avec les intérêts qu'ils servent. La réification, c'est l'effacement des limites entre nature et culture, par la naturalisation des faits sociaux. Nous y reviendrons avec des exemples détaillés. Pour résumer, la fausse conscience est un état d'esprit qui fige la perception du réel, qui peut se structurer dans une idéologie qui exerce elle-même une réification de phénomènes précis. Par exemple, dans le cas de l'antisémitisme, imaginons un ouvrier qui aurait un sentiment ennemi envers les juifs, plutôt qu'envers le capitaliste qui l'emploie. C'est la fausse conscience. S'il adopte le point de vue de la doctrine nazie, il a désormais théorisé sa détestation des juifs, par exemple en décrétant qu'ils complotent pour contrôler le monde. C'est l'idéologie. Et cette idéologie produit une réification des juifs. Tous les membres de la communauté juive sont pour lui un même objet, un groupe homogène, ayant toujours eu les mêmes aspirations à travers l'histoire, un groupe intemporel. Joseph Gabel est né dans une famille juive en 1912, dans une Europe où l'antisémitisme s'exprime alors de plus en plus violemment. Il quitte la Hongrie à 19 ans et émigre en France, puis en Espagne. En 1945, sa mère est assassinée dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce passé douloureux explique pourquoi il a dédié une grande partie de ses écrits à la caractérisation de l'idéologie nazie. Il s'agit pour lui de l'une des expressions les plus prégnantes de la fausse conscience. Il écrit justement que la doctrine nationale-socialiste représente sans doute un exemple typique de l'idéologie dans le sens marxiste du terme, c'est-à-dire précisément d'un système d'idées étrangers au réel, porteur de fausses consciences. Nous sommes entrés dans une époque où on a parfois l'impression que toutes les perspectives sur le monde se valent, tant et si bien qu'on entend parfois des choses du genre « il a sa vision du monde, mais vous avez aussi la vôtre, alors respectez-le ». Et donc on voit des débats entre un représentant du fascisme et un autre de la gauche radicale placés d'égal à égal. Sauf que les visions du monde ne se valent pas du tout. Celles des marxistes se fondent sur les sciences, sur l'analyse scientifique du monde social. Les autres sur des abstractions, à savoir sur une description idéale d'un monde pourtant matériel. Les marxistes déploient leur pensée politique à partir du réel, les autres à partir d'entités chimériques. Joseph Gabel écrit d'ailleurs au sujet de la doctrine nazie qu'au lieu d'expliquer le juif par l'histoire, elle prétend expliquer l'histoire par le juif. La thèse de certains historiens a été d'expliquer la forte présence des juifs dans le secteur financier par le péché que constituait l'intérêt de charge dans la théologie chrétienne, par les discriminations qui pesaient sur eux, comme l'interdiction de posséder des terres
d'être membre de guildes professionnelles ou encore par le fort taux d'alphabétisation de la population juive. L'idéologie nazie, quant à elle, explique ce phénomène par la volonté délibérée des Juifs de contrôler le monde. On voit donc que plutôt d'expliquer matériellement la condition juive, à savoir par le fait qu'étant mis à l'écart de la plupart des activités de la société, ils trouvent dans la finance un moyen de subvenir à leurs besoins, les nazis l'expliquent par les idées. Les Juifs fomenteraient en fait un complot, donc auraient bien pour idée, pour projet, d'investir la finance pour avoir la main sur les affaires du monde. Alors que, pour les marxistes, le moteur de l'histoire est la lutte des classes, pour les nazis, c'est la lutte entre les peuples dits inférieurs et les peuples dits supérieurs. Le monde, plutôt que d'être le théâtre d'une lutte matérielle, est donc celui d'une lutte entre des abstractions. De la même manière, un Zemmour aujourd'hui nous expliquera que ce qui structure l'histoire, c'est la lutte entre des civilisations. Et exemplairement, la lutte entre le monde européen et le monde arabe. Ils expliquent l'histoire par des entités métaphysiques, pour ne pas dire mythiques. On voit ici que ces lunettes idéologiques leur donnent l'impression trompeuse de comprendre le réel de manière globale. La fausse conscience est donc une dégradation dialectique, tandis que l'idéologie cristallise l'illusion de dialectique, l'illusion de comprendre la totalité. Gabel indique également que l'attitude anti-allemande de certains juifs a été exploitée par les nazis pour les pointer du doigt. C'est pourtant les mesures antisémites en Allemagne qui en étaient la cause. Les idéologies opèrent en fait un renversement des causes et des effets. On peut à nouveau dresser ici un parallèle avec la situation actuelle de dénigrement de la population musulmane en France. Ou plutôt que d'expliquer sa surreprésentation dans certains quartiers par l'emploi précaire que la plupart d'entre eux occupent et qui les relègue donc à la périphérie des centres urbains, certains développent l'idée qu'ils ont pour idée, encore une fois, depuis le départ, de se mettre en dehors du reste de la société. Ou encore, les fascistes expliquent un certain repli communautaire à une augmentation de l'intégrisme religieux parfois objectivement observable, comme il l'est par ailleurs dans des milieux bourgeois catholiques, par une incompatibilité essentielle entre une population aux origines chrétiennes et une population aux origines musulmanes. Quand on y réfléchit 5 minutes, cette situation s'explique par leur ghettoisation contrainte, par le sentiment de forteresse assiégée face aux attaques répétées des éditorialistes médiatiques, par les discriminations qu'ils partagent pour trouver un emploi ou dans leur relation à la police. Il faut donc, comme le disait Marx, remettre le monde sur ses pieds, remettre dans le bon ordre les causes et les conséquences. Gabel met en lumière un autre type de raisonnement erroné qu'il appelle le chaudron. Le type en est le suivant. Un homme emprunte un chaudron, il le rend fêlé. Devant le tribunal, sa défense se résume en 3 points. Je n'ai jamais emprunté le chaudron, il était fêlé au moment de l'emprunt, je l'ai rendu intact. Ces 3 arguments de défense se contredisent l'un l'autre. Dans la propagande nazie, on reproche aux Juifs de se trouver derrière les agissements des pacifistes et aussi derrière toute l'activité des fauteurs de guerre, d'être des socialistes révolutionnaires et des capitalistes rétrogrades, de s'isoler de leur entourage et de vouloir s'y faufiler. Pour le psychiatre, ce mode de pensée se rapproche en fait d'une pensée autiste. Se marie parfaitement avec la société bourgeoise puisqu'il permet de justifier la domination de certains sur d'autres et la violence de la société. En opposition totale avec les écrits de Darwin qui, dans son 2e ouvrage sur l'évolution, la filiation de l'homme de 1871, insistera sur l'entraide comme facteur de la survie et de l'évolution de l'espèce humaine. La croyance dans le darwinisme social permet à la fois de poursuivre des fantasmagories, la croyance en l'existence des races, mais aussi de s'opposer à toute avancée sociale. Le welfare state étant donc perçu comme source de dégénérescence, puisqu'il vient en aide aux plus faibles, aux plus précaires. Otto Hamann, auteur d'un ouvrage sur les bases naturelles de l'ordre social, préconise une fiscalité favorable aux riches et fait l'apologie de la guerre comme facteur propre à favoriser la sélection naturelle. Il est donc logique que les nazis utilisent ce que Gabel nomme des fausses identifications, par exemple avec le terme judéo-bolchevique, qui tend à associer essentiellement les communistes aux juifs. Il permet de lier les 2 problèmes des bourgeois, leur fantasme sur le réel
et les adversaires souhaitant la fin de leur domination. Pour résumer, nous avons donc vu que le mode de pensée raciste du régime nazi fonctionnait par la réification d'un groupe social, ici les juifs sont perçus comme appartenant à un seul bloc homogène aux caractéristiques intemporelles, par ce qu'on appelle en termes cliniques un géométrisme morbide, c'est-à-dire que les nazis pensaient le temps de manière spatiale et non en termes de durée, puisqu'ils pensaient leur existence éternelle, donc circulaire, et par le renversement des chaînes, des causes et des faits, l'idéalisation des phénomènes historiques. Les quelques exemples actuels que j'ai donnés montrent que toutes ces caractéristiques peuvent nous aider à caractériser la pensée raciste du monde contemporain. La division des travailleurs selon leur couleur de peau ou leur religion est évidemment un frein à l'avènement d'une alternative économique. Les communistes doivent s'employer à réunir le prolétariat contre son véritable ennemi, la bourgeoisie. C'est ce que Marx faisait déjà en 1877 lorsqu'il dénonça les ouvriers anti-chinois de San Francisco qui considéraient que les étrangers allaient affamer la classe ouvrière blanche. Ces travailleurs doivent retrouver une conscience vraie, à savoir une conscience de leurs conditions sociales comprises dans la totalité du capitalisme, sans quoi ils créeront des antagonismes fantaisistes entre des groupes partageant pourtant les mêmes intérêts. Marx a donc écrit sur le racisme, mais une autre expression de la fausse conscience l'inquiétait également, une idéologie indissociable du racisme, une idéologie sœur, le nationalisme. Vive la France! Mais qu'est-ce que c'est que la France? Un territoire? Une population? Un idéal? Qu'est-ce qu'une nation? C'est le titre du très court ouvrage d'Ernest Renan, initialement publié en 1869. Pour Renan, ce qui fait une nation, ce n'est pas l'ethnie, ni la langue, ni la religion, ni la géographie, ou en tout cas, ce ne sont pas les conditions suffisantes pour former une nation. Une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. La nation, c'est donc une idée. Elle n'a pas d'existence si personne ne la souhaite, si personne ne la conceptualise. C'est justement l'inverse de la classe, qui existe même si personne ne porte un discours sur elle. La nation, c'est une entité immatérielle. On la pense communément comme une création de 1789, mais Renan explique que c'est le roi de France qui, le premier, a uni de manière violente la France du Nord et la France du Midi. C'est pour cette raison qu'il n'est pas contradictoire de se revendiquer à la fois de la monarchie et de la nation. À nouveau, il écrit « L'unité se fait toujours brutalement. La réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur continuée depuis près d'un siècle. Le roi de France, qui est, si j'ose dire, le type idéal d'un cristallisateur séculaire, le roi de France, qui a fait la plus parfaite unité nationale qu'il y ait, le roi de France, vu de trop près, a perdu son prestige, la nation qu'il avait formée l'a maudit, et aujourd'hui, il n'y a que les esprits cultivés qui sachent ce qu'il valait et ce qu'il a fait. Et plus loin, disons seulement que cette grande royauté française avait été si hautement nationale que le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans elle. Ramener la nation à une création bourgeoise serait donc réducteur. Mais il n'en demeure pas moins que la nation est évidemment un outil majeur de l'appareil idéologique de la bourgeoisie. Et déjà, au détour de quelques lignes du livre de Renan, on comprend pourquoi. Il écrit ainsi qu'une nation, c'est avoir souffert, joui, espéré ensemble. Sauf que tout le monde dans cette nation n'a pas souffert, n'a pas joui de la même manière, dans la même intensité, ou n'a pas souffert du tout. Une nation est donc une grande solidarité, ajoute-t-il. Ah bon? Pourtant nous voyons dans la nation, pour quelques-uns d'immenses palais, et pour d'autres la misère des rues insalubres. Le désir clairement exprimé de continuer la vie commune, déclare-t-il. Mais personne ne veut vivre avec Gilbert Collard. En forme d'ode aux nations, il conclut.
par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l'œuvre commune de la civilisation. Toutes apportent une note à ce grand concert de l'humanité qui, en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignions. En vérité, plutôt que de former un concert idéal, les nations émettent une cacophonie idéale. Parce que dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde matériel, pas dans le ciel des idées, il n'existe que deux nations, la bourgeoisie et le prolétariat. Le découpage de l'humanité en nations n'est qu'une diversion qui masque les intérêts de classe, d'autant plus que le capitalisme les fait disparaître lui-même en homogénéisant toujours plus les modes de vie, les références communes. Marx écrit dans le Manifeste « En outre, on a accusé les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Mais les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut pas leur ravir ce qu'ils n'ont pas. » Déjà, les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent. Du jour où tombe l'antagonisme de classe à l'intérieur de la nation, tombe également l'hostilité des nations entre elles. Dans le contexte de la société bourgeoise, la lutte contre la classe capitaliste revêt d'abord l'apparence d'une lutte nationale, les travailleurs devant avant tout éliminer leur propre bourgeoisie. Mais ce n'en est que la forme, car l'émancipation des travailleurs ne passera que par la révolution mondiale. Cela n'empêche d'ailleurs pas les travailleurs de se prêter main forte lors des expressions les plus violentes de la lutte des classes, dans un pays qui n'est pas le leur. Ce fut le principe des brigades internationales en 1936, quand plus de 30 000 militants antifascistes provenant d'une cinquantaine de pays sont partis en Espagne combattre les franquistes aux côtés des républicains. Le nationalisme amène évidemment aux guerres entre les nations. Celles-ci ont toujours été l'occasion de faire taire les contestataires en interne, en pointant du doigt un bouc émissaire chargé de faire oublier la lutte des classes. Vous connaissez peut-être la phrase de Paul Valéry, « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas ». C'est pourquoi les forces socialistes ont souvent essayé d'appeler à la démobilisation des troupes, ont milité pour la paix, car l'issue est toujours la même, des prolétaires qui se tuent entre eux. Alors que la même année, la guerre a éclaté entre la France et la Prusse, Marx écrit en 1870 « Notre comité central de Brunswick a publié le 5 septembre un appel aux ouvriers allemands contre l'annexion du territoire français et pour la paix avec la République. » Et dénonçant le patriotisme imbécile de certains travailleurs français, « Le malheur des Français, même des ouvriers, ce sont les grands souvenirs. Il faudra, une fois pour toutes, que les événements brisent ce culte réactionnaire du passé. » Marx alerte également sur le fait que la bourgeoisie profite de la guerre pour éliminer ses vrais ennemis. Vous savez que sous le prétexte d'un débarquement français, toute la côte de l'Allemagne du Nord a été mise en état de guerre, de manière que messieurs les militaires peuvent arrêter, juger, fusiller, comme bon leur semble. En 1914, c'est l'échec de l'opposition à la guerre qui signera l'arrêt de mort de la Deuxième Internationale. Nombre de partis socialistes finissant même par voter les crédits de guerre dans leurs parlements respectifs. L'assassinat de Jean Jaurès, ardent défenseur de la paix, fait sauter l'une des dernières digues qui retenait encore le rassemblement des partis et des syndicats derrière l'Union sacrée. La guerre fera 9 millions de morts. Côté français, 500 000 hommes seront défigurés à vie. Toutes ces tombes, toutes ces vies mutilées pour, nous l'avons vu, la défense d'un principe spirituel. Une abstraction qui continue aujourd'hui à déchaîner les passions, à éveiller les vocations suicidaires de ceux qui souhaiteraient mourir pour elle, à produire des logorées auto-glorifiantes par différentes familles politiques. Dans son livre « Notre joie », François Bégodeau écrit « L'idéalisme droitier est une héroïque fantaisie, une imagination, une fantasmagorie, un fantasme de héros arpentant sans fatigue un monde mental immuable et clos, une Atlantide. L'idéalisme droitier veut le roman national,
Et c'est un pléonasme. Le national tient de l'invention romanesque. Le roman national sculpte des modèles propres à susciter le désir mimétique des jeunes pousses et qu'ainsi pendant 1000 ans, la tribu se reproduise à l'identique. La pensée identitaire est romanesque comme l'enfance. Rétive à grandir, elle veut demeurer dans son paradis d'avant l'histoire incarnée, matérielle, terrestre, et donc impure, et donc irréductible à ses lubies, à ses héros de carton-pâte, à ses demi-dieux ubiques, ses chefs de guerre visionnaires, ses hauts gradés penchés sur une carte où le territoire se schématise à gros traits. Maintenant, je vais plutôt vous parler d'autre chose pour répondre vraiment à votre question. J'entendais le sympathique Raphaël Glucksmann répondre à Zemmour, là, parce qu'il est en train de tourner autour d'un livre, Glucksmann, enfin, il fait la promo de son livre. C'est un sport que je ne vais pas taxer d'indigne dans la position dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et alors, il répondait à distance à Zemmour. Alors, la fameuse réponse, effectivement, centriste, mollement humaniste à Zemmour, quand lui, Zemmour, affirme le roman national, eh bien, M. Glucksmann répond à Zemmour, mais non, ce n'est pas ça la France. Donc d'un côté, vous avez un Zemmour qui dit « la France, c'est ça », et de l'autre côté, vous avez un Raphaël Glucksmann, et ce débat, je le disais déjà dans l'histoire de ta bêtise, donc les choses ne sont pas d'hier, ce débat, ça fait 30 ans qu'on nous le fait. Le centriste humaniste contre le droitier autoritaire. Hein. Alors il y en a un qui dit « la France, c'est ça ». C'est Napoléon, c'est plein de choses. Hein. Et puis, M. Glucksmann répond « La France, c'est pas ça, c'est Victor Hugo, c'est les Lumières, c'est l'humanisme. Ce n'est pas le repli, M. Zemmour. » Ces deux-là peuvent s'opposer toute la journée devant moi. Moi, je pense qu'ils sont paradigmatiquement dans la même zone conceptuelle. Mais ils sont dans la même zone de pensée, puisque tous les deux font la même erreur, à savoir de commencer une phrase par « La France, c'est ». Donc, M. Zemmour va dire la France, c'est, je ne sais pas, une autorité mondiale, c'est Louis XIV, c'est le centralisme, c'est le colbertisme, c'est Napoléon comme, disons, le pic orgasmique de l'histoire française. Et puis, M. Glucksmann va dire au contraire, c'est la patrie des Lumières, c'est la patrie qui a une vocation universelle. Bon, ils font tous les deux une erreur grammaticale qui se trouve être une erreur intellectuelle et une erreur analytique pour moi, et, comment dire, un péché contre le réel, à savoir de prétendre que la France puisse être accolée à une vocation, un destin, une identité. Ils font exactement la même erreur. Donc, permettez-moi de les renvoyer dos à dos. Le racisme et le nationalisme sont deux idéologies qui permettent donc à la classe bourgeoise de masquer la centralité des rapports de classe. Les deux fonctionnent toujours conjointement dans le déploiement du fascisme, qui n'est que l'agent de diversion et de répression du capital. Mais la question légitime à laquelle il nous faut désormais répondre est de savoir si la classe bourgeoise produit consciemment cette duperie sur les masses ou si elle est elle-même convaincue par ses propres chimères. Dans leur dernier livre, Thomas Piketty et Julia Cagé confirment à nouveau l'observation historique de l'accointance de la classe bourgeoise avec les forces réactionnaires. C'est effectivement à Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris, ou à Saint-Tropez, que le candidat Zemmour obtient le plus de voix. Le vote Zemmour constitue l'un des votes les plus bourgeois de l'histoire. On peut donc affirmer que Marx parlait à juste titre des hurlements patriotiques de la bourgeoisie. Ce sont les cris du cœur d'une classe qui vit dans un univers réifié. À travers le renforcement de la fausse conscience dans la société, c'est avant tout l'être social de la classe bourgeoise qui s'exprime plutôt qu'une volonté délibérée de tromper. Gabel écrit à ce sujet: la mystification est en même temps auto-mystification. La classe dominante est elle-même dupe de ses idoles, car cette illusion sert ses intérêts, notamment en rendant plus facile la justification de sa domination. La fausse conscience peut toucher toutes les classes, mais la classe dominante tend à avoir une conscience fausse par principe, parce qu'elle ne ressent pas la douleur de l'exploitation. Les autres récits que celui de la lutte des classes sont beaucoup plus convaincants pour elle de ce fait, et dans le même temps, ils permettent à la classe dirigeante de légitimer son propre pouvoir. La bourgeoisie est donc doublement convaincue par ses propres bobards. Le bourgeois se retrouve dans une situation mentale désagréable quand on lui met sous le nez la réalité violente de l'exploitation du travail. Mais du fait de sa position sociale de dominant, il réussit beaucoup plus facilement à la mettre sous le tapis et à se laisser bercer par des fantaisies.
C'est très facile à faire puisque le bourgeois ne fera sans doute jamais l'expérience sensible de l'exploitation capitaliste de son travail, puisqu'il ne travaille pas ou occupe des postes de direction. Mais là, j'ai bien compris du coup que vous étiez contre la loi travail, mais en fait c'est parce que vous êtes contre le salariat, du coup. Absolument. Et concrètement, sur cette loi en particulier, faite par un gouvernement de gauche, passé par 49.3, est-ce qu'il y a peut-être des choses à dire plus précisément que de dire oui, mais de toute façon le travail c'est mal parce que c'est le salariat. Et ça c'est pas gentil. C'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est douloureux. Et il suffirait que vous en fassiez l'expérience du mauvais côté pour que ça vous apparaisse aussitôt. Bien sûr, la probabilité que vous tous ici fassiez cette expérience est des plus faibles. La maltraitance au travail, c'est un sort que vraisemblablement vous ne connaîtrez pas. Le bourgeois croit lui-même beaucoup plus en ses propres créations puisqu'elles proviennent de son propre imaginaire, de l'imaginaire bourgeois. Cet imaginaire le renvoie à sa propre domination, à sa propre gloire. Dans Matérialisme dialectique et conscience de classe, le philosophe et économiste Jean Daumarchis écrit « La conscience de classe est en premier lieu conscience du temps. La manière dont un individu appréhende les trois dimensions temporelles, passé, présent, futur, est étroitement conditionnée par sa situation et son rôle à l'intérieur de la société. S'il appartient par exemple à la grande bourgeoisie capitaliste, sa conception du temps tendra, du fait même des intérêts qu'il représente, à se conformer à une vision plus ou moins rationnelle et plus ou moins consciente de la défense de ses intérêts. Il aura de ce fait tendance à vivre le rapport du présent au futur de façon telle que le sens vécu du temps s'harmonise avec ses aspirations. Non seulement il déprécie le futur par rapport au passé, mais encore il transformera ce futur au passé, parce que le passé de sa classe lui renvoie l'image de sa grandeur. Sa situation privilégiée ne l'incitera pas à concevoir un futur qui soit radicalement différent du passé dont il conserve le souvenir. Pour Georg Lukács, la conscience de la bourgeoisie est une conscience post festum, littéralement après le jour de fête, après coup. La bourgeoisie a fait sa révolution, l'histoire est maintenant terminée, nous sommes dans le monde d'après. Dans cette perspective, c'est le passé qui domine le présent, d'autant plus que le capitalisme est extrêmement mouvant. En réponse à la tension concurrentielle et à sa voracité, le capital produit continuellement de l'innovation technologique. Il donne ainsi l'illusion du changement. Or, si l'état des forces productives évolue, les rapports de production fondamentaux restent les mêmes. Dans sa consommation, le bourgeois peut profiter de nouveaux gadgets toujours plus performants, mais le travailleur, lui, ne profite que de biens de consommation communs et de mauvaise qualité. La bourgeoisie est essentiellement une classe innovante, mais cela ne veut pas dire que ces innovations transforment le monde en profondeur. La bourgeoisie est une classe sociale fatiguée, elle a perdu sa vigueur d'antan, et arrivant sur ses vieux jours, elle se remémore sa vie passée, éprouve de la nostalgie. Son passé devient un objet, elle le réifie, une époque à laquelle il faudrait substituer le monde contemporain. Ce qui produit des situations ambivalentes où quelqu'un comme Elon Musk recherche à tout prix le progrès technique tout en soutenant les conservateurs américains et le retour en arrière des normes sociales. Dans ce contexte, les troubles sociaux qui annoncent le dépassement de la société capitaliste n'ont pas de signification concrète. Ce ne sont pas des événements, mais des catastrophes. La bourgeoisie ne comprend pas l'événement, qui est l'expression d'une évolution dialectique, le résultat d'une lutte entre des contradictions internes. Si le capitalisme est effectivement la fin de l'histoire, il ne peut pas exister de contradiction en son sein qui viendrait le nier. La bourgeoisie ne comprend donc que la catastrophe, un bouleversement d'origine extérieure qui vient chambouler une société pourtant harmonieuse. And the end of history refers to what I think still remains a question of whether that process is one that can terminate, whether that evolution, finally culminates in a certain kind of civilization that in a certain sense will be the last civilization that mankind will achieve, because in a certain sense it's the right one, it's the one that fits human nature in an appropriate way. Tournée vers le passé, la classe bourgeoise contemple aussi les classes dominantes qui l'ont précédée. De par sa situation sociale, elle peut facilement se reconnaître en elle.
Elle s'extasie donc facilement sur les grands personnages du passé, sur la gloire de la France. C'est dans cet imaginaire du passé qu'elle se réfugie dans les temps de crise. De la même manière que la religion, l'opium du peuple, est l'expression de la détresse humaine, le bourgeois se réfugie dans une réalité fantasmée, un roman dont il pourrait être le héros. Donc là, il y a Netanyahou qui a dit là, dernièrement « Nous sommes le peuple des Lumières et on se bat contre le peuple des ténèbres ». Donc là, le gars, il est dans le Seigneur des Anneaux. Joseph Gabel écrit justement sur la montée du nazisme. Au cours d'une crise qui paraissait menacer son existence, la classe dirigeante allemande a projeté dans une croyance en l'éternité des valeurs raciales son désir d'échapper à la loi dialectique. Le racisme apparaît ainsi comme la réification poussée à son paroxysme. Dans la crise que connaît aujourd'hui le capitalisme, alors que pour la bourgeoisie sonne le glas, la fausse conscience est pour elle le moyen inconscient de se convaincre elle-même de l'éternité de son pouvoir branlant. De cette façon, elle déterre de vieilles idées, mettant à l'honneur la race blanche, l'Occident, la famille à l'ancienne, l'autoritarisme, la monarchie. Le bourgeois se rattache à sa grandeur passée pour ne pas voir sa chute. Ces situations passées qu'il souhaite remettre au goût du jour lui serviront objectivement à sauvegarder un tant soit peu son pouvoir, en réhabilitant la masculinité abrupte d'une vision sélective du passé. Il légitime également la répression violente des contrevenants à sa domination. Le bourgeois ne dupe personne, il croit véritablement en ce qu'il dit. Il faut dire que son mode de pensée dédialectisé est aussi le produit de ses propres créations économiques. L'économie de l'information a provoqué l'hégémonie dans l'espace médiatique des chaînes d'information en continu. Le journalisme n'est plus que le commentaire de l'actualité. Il néglige les racines historiques des événements dont il est question. Il ne fait que lister les actualités du jour. Il n'a pas le temps d'expliquer les causes et les conséquences. Il laisse n'importe qui débattre sur son plateau. Ce qui compte, c'est l'audience. Le bourgeois regarde lui-même les médias possédés par les membres de sa propre classe. En d'autres termes, la bourgeoisie s'abrutit elle-même. Les explications faciles qui résonnent avec son imaginaire de classe dirigeante en déclin sont sur elle extrêmement convaincantes. Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres. Est-ce que c'est lié à cela ? Absolument pas. Le récent traitement politico-médiatique de l'opération Al-Aqsa en Palestine en a sans doute été l'illustration paroxystique. Dans les médias, on décrit de manière manichéenne le conflit sur la base d'un événement unique, et à l'extrême droite, on apporte des réponses idéalistes, racistes. Pourtant, si le Hamas est antisémite, c'est surtout parce que le colon est juif. S'il avait été catholique, le Hamas aurait été anticatholique. Présenter l'attaque du Hamas avant tout comme une attaque antisémite est donc une dédialectisation qui nie la matérialité sous-jacente qui a produit l'événement, à savoir la colonisation, la prison à ciel ouvert qu'est Gaza, qui ne pouvait être qu'une fabrique à sauvagerie et au racisme. We are locked in the same thing, what can we do now? But we don't look at what was happening over there. The best recruiter for Hamas is Israel. I mean, you have talked a lot about the horrible condition in Gaza. Yes. I mean, let's imagine like a little boy called Rami. He lives in Gaza. You know, he have a horrible life, but like, you know, it's not that bad. I know he has a cousin in the West Bank. He's living a good life. He wake up in the morning and he found out that he was kidnapped by 3 settlers. He was burned alive by kerosene and he was forced to drink the kerosene. His name was Muhammad Abu Khudaira. That settlers did that to him in 2016. And this guy, this Rami is being approached by like, oh, join Hamas, join us, let's go kill Israel. No, I don't want to kill. I'm gonna live in Gaza. It's a life, but 97% of water is not good for human consumption. Half of the population are anemic. Even the
is not being treated, and it goes into the shores of Israel. It's like, oh, those All of Palestinians, which is horrendous. it's horrible. Yeah. So, and then he wakes up in the morning. He doesn't think about killing Jews the first thing in the morning. He thinks about being there at 5 o'clock at the first 50 people in the line for bread, because if he doesn't, he will miss the food for his family. And he goes back and he finds a message saying that we are going to bomb your house. He comes back, he loses his whole family. Now tell me, what is a proportionate response for that? I don't know. You cannot create terrorism and then you... I don't know. They have created this. Et c'est là que Zemmour se pointe pour nous expliquer que tout ceci n'est qu'une nouvelle expression du combat féroce que se mènent les civilisations, de la soi-disant barbarie inhérente au monde musulman. Dans le même temps, la bourgeoisie en profite pour attaquer sa classe ennemie et ses représentants, les partis marxistes. Durant ce moment politique, la bourgeoisie a donc à la fois convoqué ses fantasmes et attaqué ses adversaires objectifs. Chapeau l'artiste. Du fait de sa situation sociale, la bourgeoisie est donc engluée dans la fausse conscience. C'est en fait une illusionniste qui pense ses propres tours comme le produit de pouvoirs magiques et surnaturels. Le problème, c'est ensuite qu'elle veut montrer ses tours à tout le monde et convaincre les spectateurs de l'existence de ces pouvoirs magiques. Et on n'est jamais plus convaincant que quand on est convaincu. Les conditions matérielles des travailleurs ne sont pas des conditions mécaniques à l'émergence de certaines idées. Ce sont avant tout des conditions de possibilité. Et parfois, l'idéal national identitaire prend le pas sur la conscience de classe. Ici aussi, il agit comme une forme de religion, un abri de fortune sous lequel on pense pouvoir s'abriter des malheurs du monde. Mais rapidement, le refuge disparaît. Ce n'était qu'une illusion. Plutôt que de s'organiser à la base, tous les espoirs ont été placés dans un sauveur, un conteur d'histoire qui pourtant avait vulgairement plagié les best-sellers du XXe siècle. Le disque est rayé, mais c'est le plus grand tube. Et nous avons désormais pour tâche de donner tort à Marx lorsqu'il disait « L'histoire se répète, d'abord comme une tragédie, puis comme une farce ». La plupart du temps, la bourgeoisie donc s'auto-mystifie, et la diversion qu'elle produit est donc une création objective, pas subjective, dans le sens où elle ne le fait pas de manière délibérément trompeuse, mais en poursuivant ses propres angoisses chimériques. Le meilleur pour la fin, Philippe de Villiers. En sueur, un rat de pleurer. Les clercs veulent organiser la grande transhumance. Maintenant, c'est la grande transhumance. Si on les écoute, l'Afrique, 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe impuissante. C'est vraiment ça qu'il dit. Le pape, il dit « J'appelle 1,4 milliard d'Africains à venir en Europe. » C'est ça qu'il dit. Il est à tout prix pro-immigration, il veut faire venir des mecs. C'est exactement son discours. Cela en sera fini de nos vieilles nations. Depuis des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, ce patrimoine, ce trésor. Pourquoi les évêques renient-ils cela? Ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils restent en France et qu'ils soient fiers d'être français. Il y a un côté délirant dans cette panique, vraiment paranoïaque. Le mec, t'as des migrants qui fuient la guerre, qui arrivent, qui sont contents en fait si tu leur donnes un travail, un logement et puis de quoi manger, quoi. Et le mec, il te dit que tu vas avoir 1,4 milliard d'Africains qui vont venir pour détruire la civilisation européenne. Enfin, c'est vraiment le délire. C'est ouf de boucler là-dessus. Mais ça n'est pas une vérité universelle. Car la bourgeoisie a déjà eu pour projet conscient de diviser le prolétariat. L'exemple le plus frappant est celui que l'on a appelé l'invention de la race blanche. Dans son livre au titre éponyme, l'historien Theodore William Allen s'est interrogé sur la faiblesse du mouvement ouvrier en Virginie, un État américain confédéré durant la guerre de sécession, donc du côté des États esclavagistes. Selon lui, cela tient au fait que le facteur identitaire racial a pris le pas sur la conscience de classe. Pour Allen, cette situation est avant tout une création de la classe bourgeoise. La race blanche doit être comprise non pas simplement comme une construction sociale plutôt qu'un phénomène génétique, mais comme une formation d'un contrôle social par la classe dominante. Sa thèse s'articule autour des points suivants. Premièrement, la suprématie blanche aux États-Unis a été instaurée par la classe dominante en réponse à la solidarité des travailleurs. Deuxièmement, un système de privilèges a été établi pour instaurer une différenciation. Ensuite, les conséquences ont été désastreuses, aussi bien pour le prolétariat blanc que le noir.
Enfin, la suprématie blanche n'est pas une idée naturelle dans les esprits euro-américains. Pour le comprendre, il faut nous replonger dans le contexte historique de la création des États-Unis. La période de la colonisation de l'Amérique correspond aussi à l'essor de la classe bourgeoise. L'activité économique est florissante, la bourgeoisie accumule du capital. Pour accroître sa richesse, elle ne peut pas encore compter sur le progrès technique et n'a donc pour seule option que d'accroître la main-d'œuvre. Elle cherche alors à profiter de travailleurs peu coûteux, mais la théologie chrétienne interdit d'asservir d'autres chrétiens. La bourgeoisie se tourne donc vers le continent africain. Au XVIIe siècle en particulier, elle déporte des populations d'Afrique vers les plantations de l'autre côté de l'Atlantique. Mais, et c'est peu connu, dans ces nouveaux lieux d'exploitation travaillent aussi des Européens. Dans les colonies britanniques, ce sont ce qu'on appelle des travailleurs engagés, ou serviteurs. Ces travailleurs engagés sont des citoyens britanniques ne pouvant pas payer le voyage transatlantique qui passent alors un contrat avec un propriétaire terrien en Amérique qui le paie à leur place, en échange de leur force de travail pour quelques années. Ensuite, ils pourront commencer leur nouvelle vie. La chercheuse Mabula Soumahoro indique justement que les premiers Africains arrivés en Virginie ont aussi ce statut de travailleurs engagés, et non pas d'esclaves. Il y a, à cette époque, une sorte d'ambiguïté des statuts, et les travailleurs blancs et noirs travaillent ensemble sous le contrôle d'un même propriétaire. À partir de 1615, les travailleurs engagés venant d'Europe sont même parfois des criminels condamnés par la cour pénale à l'exil outre-mer. Il n'y a alors pas de division raciale entre les noirs et les blancs. On assiste à des mariages entre des propriétaires terriens blancs et des femmes noires. Des liens se tissent naturellement entre les travailleurs blancs et noirs et ils organisent ensemble leur fuite. Cette situation va produire un climat d'instabilité généralisée. D'une part par l'expression tangible de la lutte des classes, la plantation par bien des aspects préfigure la fabrique industrielle. C'est d'ailleurs la même chose pour les bateaux de commerce qui naviguent entre l'Europe et l'Amérique, sur lesquels les marins étaient une sorte de prolétariat et qui se mutinaient assez souvent contre les bourgeois qui dirigeaient le navire. Le XVIIe siècle voit l'apparition du capitalisme moderne. Et d'autre part, certains bourgeois dans les colonies songent déjà à l'indépendance vis-à-vis de la terre-mère. Cette agitation se cristallise en 1676 dans la rébellion de Bacon. Cette révolte avait débuté à partir d'un différend entre les élites pour le traitement des Amérindiens, puis en septembre se transforme en conflit armé contre la classe dirigeante. 400 serviteurs blancs et noirs en armes demandent la liberté. Ils sont aussi rejoints par des travailleurs libres dans la pauvreté. L'armée réussit à y mettre un terme, mais l'événement fut l'expression de la fragilité de la structure sociale en Virginie. La bourgeoisie s'était défendue, elle devait désormais passer à l'offensive pour empêcher qu'une révolte similaire ne se reproduise. La solution était simple, diviser la classe laborieuse en deux blocs antagonistes. Allen écrit à ce sujet « Le non-esclavage du travail blanc était la condition indispensable à l'esclavage du travail noir. » Dès 1661, pour tenter de briser la solidarité entre les serviteurs, la loi de Virginie est amendée de manière à ce qu'un propriétaire soit autorisé à rallonger le temps de servitude d'un fuyard blanc, d'autant plus s'il fuit avec un noir. À partir de 1662, les hommes chrétiens sont désormais punis d'une lourde amende en cas de, je cite, « fornication interraciale ». En 1680, l'Assemblée de Virginie décréta que les serviteurs étaient des esclaves, donc étaient par défaut serviteurs à vie en fait, sauf s'ils étaient nés de parents chrétiens sur un territoire chrétien et achetés pour la première fois par un chrétien. Autant vous dire que seuls les travailleurs venant d'Afrique ont le statut d'esclaves. En 1705, la loi interdit à un noir d'avoir un serviteur blanc. Et en 1723, les noirs libres perdent le droit de vote, et les serviteurs blancs peuvent désormais servir dans la milice plutôt que de travailler dans la plantation. Les travailleurs blancs deviennent alors une sorte de surprolétariat, chargé de surveiller les esclaves noirs. En fin de compte, les noirs
perdent le droit de se déplacer librement sans papier, de se marier sans l'accord d'un membre de la classe supérieure, de changer d'emploi, d'être propriétaire ou également le droit à la légitime défense. Mais alors que le commerce triangulaire connaît un développement fulgurant, la population noire en Amérique s'accroît dangereusement. La bourgeoisie américaine s'adresse alors au Parlement britannique et au roi à maintes reprises. Allen indique « Le Conseil du commerce et des plantations rapporta au roi le 8 septembre 1721 qu'en Caroline du Sud, des esclaves noirs ont récemment tenté et étaient sur le point de réussir une nouvelle révolution. Et par conséquent, il pourrait être nécessaire à l'avenir de proposer quelques nouvelles lois pour encourager la venue d'un plus grand nombre de serviteurs blancs. » Mais les paysans et les travailleurs urbains britanniques ne sont pas particulièrement enchantés par cette idée-là. Il y a trop peu de volontaires. En réponse, et ce dès 1718 avec le Transportation Act, le Parlement britannique généralise le déplacement jusqu'aux colonies comme punition alternative pour les criminels. Les condamnés à mort pouvaient à la place devenir serviteurs pour 14 ans au service d'un propriétaire terrien. Des personnes ayant commis des crimes moins importants pouvaient également être condamnées à 7 ans de servitude. Durant 40 ans, entre 1729 et 1770, la Haute Cour criminelle de Londres condamna 70% des concernés à la servitude dans le Maryland et en Virginie. Mais ces nouveaux serviteurs européens ne sont plus là pour travailler dans les plantations, ils servent désormais de matons. Par leur service dans la milice, les Blancs pouvaient être exonérés de taxes et de prélèvements paroissiaux. Ils étaient payés pour détruire les tentatives de révolte de ceux avec qui ils avaient combattu 50 ans auparavant. Même ceux qui ne travaillaient pas dans la milice avaient intérêt à garder l'œil ouvert, à guetter les esclaves en fuite dont la dénonciation et la capture pouvaient rapporter gros. Pour Allen, c'est ce système racial qui empêcha les travailleurs blancs de penser leur propre situation de classe contre la bourgeoisie. Ce système de division artificielle consolait les blancs par l'impression d'être nés dans une classe supérieure. Dans une lettre adressée à Abraham Lincoln lors de sa réélection en 1864, Karl Marx écrit « Tant que les travailleurs, le véritable pouvoir politique du Nord, permirent à l'esclavage de souiller leur propre république, tant qu'ils se glorifièrent de jouir par rapport aux Noirs qui avaient un maître et étaient vendus sans être consultés, du privilège d'être libres de se vendre eux-mêmes et de choisir leur patron, ils furent incapables de combattre pour la véritable émancipation du travail ou d'appuyer la lutte émancipatrice de leurs frères européens. » Il apparaît donc que la bourgeoisie, cette fois-ci, a bien eu comme projet prémédité la division des travailleurs, en réponse aux besoins matériels le plus terre-à-terre, sa survie. En changeant les pratiques par la transformation des statuts des Noirs et des Blancs, l'idée que les Noirs représentaient un groupe inférieur a pu émerger beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui a pavé la voie à des conceptions pseudo-scientifiques de la race humaine, comme celle de Gobineau quelques siècles plus tard. Ainsi, les tentatives de division du prolétariat par la classe bourgeoise, loin d'être une nouveauté, sont à trouver aux origines même du capitalisme. L'idéologie raciste, exemple élémentaire de la cristallisation de la fausse conscience, empêche le travailleur de penser à la condition de sa propre classe. Sa pensée s'articule de manière centrale autour de divisions chimériques. L'ennemi n'est pas le bourgeois, mais un autre travailleur. La fausse conscience est un attribut caractéristique de la classe dirigeante, et des groupes se revendiquant pourtant du communisme ont fourni pour cela des illustrations exemplaires. Le stalinisme a montré à quel point le marxisme, critique des idéologies, pouvait en devenir une lui-même. La doctrine stalinienne a développé une pensée égocentrique dans le sens où tous ceux qui ne suivaient pas la ligne du parti, révolutionnaires trotskistes, humanistes libéraux et hitlériens racistes, étaient regroupés dans la masse des réactionnaires. Le stalinisme n'envisage le monde qu'à travers la perspective idéologique délivrée dans les livres de Staline, en s'y conformant à la lettre dans sa vie quotidienne tout en niant les éléments du réel qui la contredisent.
Staline s'est séparé du matérialisme dialectique dès qu'il l'a transformé en une doctrine politique gravée dans le marbre, dès qu'il a fait des applications passées de celui-ci des paroles presque divines, malgré leur rejet par l'évolution des connaissances scientifiques. Gabel écrit « Mais si le marxisme a fourni les prémices d'une position théorique de cette question, il lui a aussi offert l'illustration involontaire. Nulle part l'aliénation de l'esprit humain n'aura été plus profonde que dans le stalinisme. Nulle forme de conscience politique n'aura été plus fausse. » Mais même ceux qui disent lutter contre la bourgeoisie tombent parfois dans les pièges de la fausse conscience. La frange utopique du prolétariat a également une conscience fausse, en cela qu'elle réifie l'avenir. Simone de Beauvoir parle justement de l'avenir chose, cet objet dont il faudrait s'emparer et qui serait indépassable. Gabel parle à ce sujet de conscience non pas post festum, mais ante festum, la conscience de la fête constamment promise pour le lendemain. Plutôt que de faire l'analyse critique de l'existant et de se mobiliser contre lui, il paramètre déjà la société future, l'érige en perfection indépassable. Le temps n'est plus une durée, il devient spatial. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais demain, il y aura tout, et ce sera la fin de l'histoire. C'est qu'il y a déjà là, alors sur lequel on aura l'occasion de discuter, parce qu'on n'est pas forcément totalement d'accord sur ce point, mais le fait que on sorte le communisme du futur, hein, pour moi c'est décisif. Puisque le fait, à un moment donné, vous parlez du fait, je crois que c'est toi Bernard qui en parle hein, dans la première partie, du fait qu'il y a eu une religion communiste. Mais si c'était au passé, ce serait très bien. Hélas, c'est pas au passé, c'est au présent. C'est-à-dire que moi, je viens d'un autre univers militant que Frédéric. Hein. C'est pas du côté, on va dire, un peu alternatif, anarchiste, ou je sais pas comment qualifier finalement avec quoi tu prends ta distance dans Vivre sans point d'interrogation. Hein. Le point d'interrogation est décisif dans Vivre sans. Hein. Moi, je viens du Parti communiste hein, et j'ai une longue pratique militante du Parti communiste. Il y a un discours sur les religions séculières qui aurait été le communisme, qui a été développé par les Furétiens, par la réaction française en particulier. Non, si c'était ça, on s'en fout. C'est pas ça, là. Ce que fait Furet, après tout, voilà. Bon, non, ce qui importe pour moi, c'est que les militants avec lesquels je vis et pratique depuis des décennies sont dans une religion communiste, c'est-à-dire il faut d'abord, c'est le truc tout à fait classique hein, du ciel, hein, il faut d'abord passer de l'autre côté. Hein. Alors passer de l'autre côté, c'est prendre prise du pouvoir d'État. Après, il y a le purgatoire. Hein, il y a le purgatoire, c'est le socialisme. Et puis après, tu arrives au paradis, le communisme. C'est l'étapisme tel que la social-démocratie allemande à la fin du 19e siècle le construit et tel qu'il s'impose finalement comme culture militante. Je connais bien la culture militante de mes camarades qui ne peuvent pas imaginer qu'il y ait du communisme déjà là, hein, parce que le communisme c'est après. C'est curieux hein, d'avoir un parti communiste qui jamais ne se bat pour le communisme. Il s'est battu pour la démocratie avancée, il s'est battu pour des tas de choses. Hein. Mais ça comme ça, une démocratie avancée. Oui, bien sûr. Mais c'est après. Hein, Et pour moi, nous sommes dans l'ordre de la croyance. Hein. À quoi sert le ciel hein, c'est à protester contre protester et consoler, les deux choses, et à se dispenser de faire le changement que l'on attend de demain. En conclusion, j'insisterai encore une fois sur le fait que la fausse conscience n'est pas un phénomène exclusif aux conservateurs. On la retrouve aussi très bien dans les développements identitaires progressistes de notre époque. La théorie queer devient une idéologie si elle substitue la classe à l'identité de genre comme caractère de l'opposition paradigmatique de la société. Elle devient une idéologie si elle produit de nouvelles chimères, si, plutôt que d'abattre le genre, elle a pour finalité de multiplier leur nombre et diviser la société selon ce critère central d'appartenance. Un bourgeois et un travailleur pourraient, de cette manière, être dans le même camp politique et deux travailleurs, des adversaires.
Dans l'atmosphère néolibérale des années 90, naissait l'organisation militante pour les droits des personnes LGBT, Queer Nation, la nation queer. Tout est dit. Les communistes ne peuvent pas souhaiter la création de nouvelles nations, qu'elles reposent sur d'autres critères d'identification ou non. Et c'est vrai que le concept de queer est très proche de la nation, en cela qu'il considère comme membres ceux qui souhaitent s'y rattacher. C'est le désir de vivre ensemble d'Ernest Renan. Et on assiste parfois à des querelles intestines avec certains considérant que d'autres membres ne devraient pas pouvoir se targuer d'être queer, comme d'autres ne considèrent pas comme français les individus qui ne seraient pas proches d'un certain nombre de valeurs essentielles, d'un certain mode de vie, etc. Mais la question de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle nous permet aussi de comprendre à quel point les idéologies sont liées entre elles. De la même manière que le racisme et le nationalisme vont facilement de pair, la sexualité s'y rattache aussi bien souvent. L'homophobie peut sans doute être l'expression d'une simple fausse conscience, une peur et un rejet de ce qui apparaît anormal, tandis que l'hétérosexisme en serait la cristallisation théorique. Donc vraiment, cette fois, la théorisation détaillée de pourquoi les personnes qui sortiraient des normes d'identité et d'orientation seraient néfastes pour la société. Ainsi, on appelle hétéronationalisme le fait que ces critères soient aussi ceux qui définissent l'appartenance nationale. Par exemple, le pouvoir russe ne considère pas que l'on puisse décemment être russe et homosexuel. L'homme russe est censé respecter les traditions et permettre de faire se perpétuer la nation dans le temps en faisant des enfants. C'est ce qui a amené, en 2017, à la première vague d'arrestations, de tortures et d'exécutions d'homosexuels et de militants queer en Tchétchénie, son leader affirmant par ailleurs que les homosexuels, ça n'existe pas en Tchétchénie. Se détacher de la fausse conscience est un exercice difficile, peut-être même impossible. Il s'agit sans doute plus d'une différence de degré que d'une différence de nature. Il n'y a pas un individu juste avec une conscience fausse et un autre avec une conscience vraie, car nous faisons tous parfois des raisonnements, nous avons tous parfois des perceptions du réel qui sont dédialectisées. La fausse conscience est sans doute proche de la conception spinoziste de la liberté, à savoir, pour Spinoza, la conscience des causes qui nous déterminent. Mais la conscience totale des forces qui nous déterminent est impossible. La liberté n'est qu'un horizon, l'émancipation totale, une chimère. Merci d'avoir écouté cet épisode, enfin d'avoir visionné, puisque on est passé en format vidéo. Le mois prochain, en retard pour Halloween, on parlera vampires et aliens. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien.